Bonjour, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir pour MPCM Joël Ceruti, qui est connu déjà d'un grand nombre, et à qui naturellement je vais poser la première question des trois livres qu'il conseille aux lecteurs de l'Index. Et je pense que nous allons parler avec lui pas mal du livre. Et naturellement de Fingen, l'un de ses derniers ouvrages parus aux éditions chez Yvette. Joël, qu'est-ce que tu proposes aux auditeurs de l'Index comme livre? Alors, trois livres, c'est frustrant. Donc, j'ai pris des livres fondateurs pour moi, des livres qui ont marqué beaucoup ma vie de lecteur et puis qui peut-être m'ont maintenant influencé sur le long terme. Le premier, c'est pas un livre très connu, alors il a une couverture, on voit que dalle dessus. C'était une collection qui était dans les années 70 qui prenait les grands classiques de science-fiction. Et celui-là, c'est pas le livre le plus connu de Robert Heinlein, qui a fait beaucoup de space opéra. Celui-là, c'est un tout petit livre qui parle de voyage dans le temps. C'est une histoire d'amour avec voyage dans le temps et beaucoup d'humour, et un chat qui joue un rôle majeur, qui s'appelle Petronius le Sage. Donc, Alors, voyage dans le temps, on va ouais. parler tout à l'heure avec Alors, Fingen, évidemment, probablement, hein. Alors, ça, je l'ai lu quand j'avais dans les 12 ans à peu près. Et c'était très simple pour moi, parce que j'habitais à Sierre, à l'avenue du Marché 8, et à l'avenue du Marché 6, juste en bas, il y avait une bibliothèque. Alors je descendais souvent pour aller faire mon stock, et celui-là était un de mes premiers marchés. C'est une des premières fois que je lisais de la science-fiction. Tu conseilles aux adolescents alors? Oui, mais il peut se lire à tout âge. À Parce tout que c'est âge. une histoire d'adulte, c'est pas une histoire D'accord. écrite pour les Et adolescents. puis je vois qu'il y a une préface de Jacques Bergier. Alors c'était lui le responsable de collection aussi de cette. Il y a eu aussi Frédéric Brown, Marcien Gaume qui était aussi dans la même collection, sauf que c'était rouge au lieu d'être vert. Donc là, moi, c'était une première claque. Et je me suis dit, on peut écrire de la science-fiction de ce type-là, c'est drôle, en plus il y a beaucoup d'humour dedans et il y a beaucoup d'amour aussi. Alors là, j'ai vu, je présente le deuxième livre qu'il nous a apporté. C'est un livre donc de John Irving, L'Hôtel New Hampshire. Alors personnellement, je suis très content que tu apportes. C'était un de mes auteurs fétiches, un conteur fantastique. Alors parle-nous pourquoi il faut lire Hôtel New Hampshire. Alors, c'est un foisonnement de personnages. On en a fait un film lamentable, donc il faut vraiment lire le livre. Alors, si on veut donner une petite envie aux lecteurs qui ne connaissent pas encore Jane de découvrir ça, il y a un des personnages dont c'est un chien. Le chien, il s'appelle Sorrow, il est pétomane. C'est-à-dire qu'il pète beaucoup dans l'intrigue. Et à un moment, ce chien meurt. Donc on décide, c'est un chien tout gentil, tout calme. La famille décide de le confier à un taxidermiste. Et le taxidermiste n'est pas très au courant du caractère du chien, donc il le fait en position d'attaque. Et la famille, quand elle reçoit Sorrow empaillé en position d'attaque, ne reconnaissent pas du tout le chien. Puis ils disent, bon, ok, on a essayé, pas pu. Ils le planquent à l'intérieur d'une armoire qui est tout au sommet de cet hôtel, où il y a le grand-père qui fait des poids et haltères. Et il laisse toujours retomber très bruyamment ces haltères, ce qui fait qu'un jour, il y a une haltère qui tombe, il y a la porte du placard qui s'ouvre, et il y a le chien Sorrow qui descend en position d'attaque. Le gars fait un arrêt cardiaque, donc on enterre le bonhomme. La famille, des fois, décide de se débarrasser du chien qui est empaillé, le mettre à la poubelle. Mais il y a un petit gamin qui récupère ce chien empaillé dans la poubelle, il est tout mouillé, donc il essaye de le sécher avec un feu électrique, et il fout quasiment le feu au chien qui est à moitié carbonisé. Donc le gamin l'abandonne, ce pauvre chien, dans une baignoire d'une des chambres de l'hôtel. Et là, il y a un autre personnage qui se lève enfin une gonzesse et l'amène dans la chambre. La fille va dans la salle de bain et tombe sur le chien qui est à moitié carbonisé, empaillé dans la salle de bain. Puis évidemment, le coup se fait pas. Alors, voilà, ça c'est John Irving. John Irving, alors je conseille à tout le monde Le Monde selon Garp, Orwell aussi. Et puis L'œuvre de Dieu à la part du diable et une voilà. prière pour Owen Une prière pour Owen, qui magnifique. sont parmi les 4 majeurs de John Irving. Et alors le prochain, on est dans un autre registre très policier. Hein. Polar, ouais, alors. James Ellroy, Le Dahlia Noir. Immense classique. Ouais. Qui a donné un film, ou bien je pense. Oui, il a donné un film, Le Dahlia Noir, ouais, de Brian De Palma, si je ne dis pas de bêtises. Mais pas terrible film à nouveau. Là, c'est la force des mots. C'est un écrivain majeur. Magnifique. Lui-même est tout aussi taré que certains de ses personnages. Hein, James Ellroy. Il faut expliquer que quand il était au chômage, il adorait cambrioler et puis il rentrait pour aller renifler les culottes des propriétaires de l'appartement où il cambriolait. Voilà, mais ça c'était pour l'anecdote. Ce qui fait que Le Dahlia Noir,
La scène d'ouverture, c'est sur un ring de boxe. Et on a tellement l'impression de se prendre les coups à la place du héros que ça montre la force des mots qui peuvent devenir des uppercuts. Et c'est ce qu'apprend James Ellroy. Là, c'est une quadrilogie, là, le Dahlia Noir. Il y a toute une série de personnages qui reviennent avec une immense crapule qui meurt dans le quatrième. Mais là, pour moi, c'est l'apogée de son écriture. Après, il s'est un peu regardé écrire et du coup, ça devenait plus de l'effet de style pour l'effet de style. Là, on a vraiment le style qui rencontre l'intrigue et c'est vraiment un délice. Alors, avant de parler de Fingen, j'ai envie de parler de Chez Yvette. Comment cette petite maison d'édition qui pointe est née, dans quelles circonstances et en gros, quels sont peut-être les objectifs? Alors, Chez Yvette est né des cendres de mon précédent éditeur. C'était les éditions du Roc. J'avais édité Mais des choses pareilles aux éditions du Roc. Le directeur de collection s'appelait Nicolas Seustedt. Et à la fin de l'année 2021, sans dire de bêtises, les éditions Chez Yvette ont été rachetées par un investisseur suisse-allemand qui n'avait plus grand-chose à faire de l'édition, si ce n'est gérer les stocks qu'il avait. Et Nicolas Seustedt a été renvoyé. Donc, plus de possibilité d'édition, et on s'est dit, finalement, éditeur, c'est pas si compliqué que ça. On connaît, moi ça fait 10 ans que je fréquente les éditeurs, on voit ce qu'ils font, on voit ce qu'on peut faire. Le risque d'un éditeur, c'est un risque financier, c'est-à-dire qu'il met la mise et puis après, il a un bon distributeur. Alors nous, on a décidé d'être éditeur et d'avoir un bon distributeur, c'est les Dargaud Diffusion qui fait un excellent travail. Je tire mon chapeau à ses représentants parce que vraiment, ils sont top. Mais Fingen, ça a été une mise de ma part de base. Mais avant de venir à Fingen, est-ce qu'il y a la projection de livres par des tiers ou alors, à la base, puis dans quelle ligne éditoriale, je dirais? Nicolas Seustedt est un dessinateur, donc évidemment il a une sensibilité de BD et une sensibilité de dessin de presse. Donc on a dans notre panier beaucoup de livres qui vont sortir. Il y en a toute une volée là. Il y a le festival de BD de Le Monde. Mais des bandes dessinées. Alors dessin de presse et bandes dessinées. Ouais. Petit format. Petit format, c'est des petits formats. Mais même chose que Fingen. Légèrement plus petit que Fingen. D'accord. Et il y a les idées sombres, il y a une collection avec une petite princesse, mais c'est des choses pour les enfants, mais assez irrespectueux, que des choses bien, qui sont portées par Nicolas. Et petit à petit, on va se constituer un trousseau. Pour l'instant, je suis le seul romancier qui est édité là. Après, il y a beaucoup d'auteurs de BD qui vont venir et on va se faire plaisir. D'accord, ok. Mais d'autres romanciers à venir ou bien pas Pour l'instant, il n'y a pas de nom, on n'a pas de... On aimerait que ça soit un peu dans la mouvance de choses rigolotes, comme j'ai fait moi, donc un polar déjanté. Mais après, on n'exclut pas de créer des collections et puis d'avoir des choses qui sont peut-être différentes de ce qu'on fait maintenant. Alors peut-être, avant de parler du livre, peut-être dire quelles sont tes sources d'inspiration. Là, je fais référence à une partie du livre où tu parles d'une journée de 1974, d'une soirée après temps présent. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça a fondé en quelque sorte ta route peut-être? Bon, j'ai 60 ans cette année, ce qui fait que j'ai une culture cinématographique qui a quasiment plus d'un demi-siècle, ce qui fait que j'ai eu la chance de voir les Marx Brothers diffusés sur, à l'époque, la télévision suisse romande. Après un temps présent. Après un temps présent. Donc c'était ainsi que c'était Freddy Buach qui programmait tout ça pour la télévision suisse romande et on avait vu toute une série de Marx Brothers. Mais moi, celui que j'ai vu là, il s'appelait Plume de Cheval. Et sans dire de bêtises, je crois qu'il n'est plus jamais repassé à la télévision depuis. Je suis gamin, je vois ça, c'est les 10 premières minutes et c'est Harpo Marx qui détruit à peu près tout ce qu'il a autour de lui. Et ça m'entraîne une crise de fou rire comme j'en ai rarement eu. Je ris à gorge déployée pendant 10 minutes. Et c'est ce que j'appelle l'effet Marx Brothers, quoi. Donc après, tu parles des Monty Python, etc. Oui. C'est un peu ce qui a conduit un peu à Fingen ou bien pas? Alors, je suis le fils spirituel, très spirituel, avec toutes les influences que j'ai reçues à l'époque. Et les Marx Brothers, il y a les Monty Python, mais à la maison, on recevait aussi Charlie Hebdo, Harakiri Hebdo et mensuel, après on a eu Charlie mensuel, après il y a eu Flux glacial, après il y a eu Métal hurlant. Donc, et des romans policiers aussi. Alors, pas non, donc je ne connais pas du tout d'ailleurs. Dans les polars drôles,
Les premiers que j'ai lus drôles, c'était de Donald Westlake. Donald Westlake, c'est le gars qui a inventé un personnage principal qui s'appelle Dortmunder, qui est un cambrioleur de génie, mais où ça foire toujours. Ça marche jamais. Il a été adapté au cinéma, c'était Robert Redford qui le jouait dans Les Quatre Malfrats, ça s'appelait le film. Le roman original, c'est Pierre qui brûle. Après, il y a Karl Jassen. Karl Jassen, c'est un fou furieux. C'est un journaliste qui a la septantaine maintenant et qui fait tous ses polars à l'intérieur un peu du même région, qui est la Floride, et il s'éclate là-dedans. Il n'a que des personnages complètement dingues. Il a un ancien politicien, un ancien gouverneur qui vit dans un bayou, qui bouffe les cadavres qui sont écrasés sur les autoroutes, enfin les cadavres d'animaux, on s'entend. C'est un dingue et il a fait des polars mémorables. Moi j'adore surtout Mauvais Coucheur, puis il y a un autre qui s'appelle Quelle collection? Alors ça c'est réédité chez 10-18, ils sont tous en poche chez 10-18. Et il y a plus récemment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est un Français, Benoît Philippon, qui lui a une qualité d'écriture magistrale et il a fait, le dernier il s'appelle Petite, mais il y a surtout Tata Lucer. Ça, c'est un truc avec une centenaire qui défouraille sur tout ce qui bouge que j'ai trouvé génial. Donc, en expliquant tout ça, j'ai envie de dire, si vous avez aimé ce que dit Joël là, il faut aller acheter Fingen parce que c'est ça. Je crois que tu as utilisé avant le terme de polar déjanté. Alors, c'est tout à fait le mot que je mettrais pour essayer de caricaturer ce livre avec une écriture, je dirais, très pointu, disons, on n'est pas dans les grandes phrases, on est vraiment, on essaye d'être vraiment rythmé. Petit chapitre, phrase. Petit chapitre, 79 chapitres, mais petit, donc on les lit très facilement. Et puis, alors on est entraîné, parce que quand on lit le premier, on veut lire le deuxième, etc. On se demande où ça va encore. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne se demande plus où ça va. On sait qu'on ne sait pas où ça va, et ça finit ailleurs encore, probablement, etc. Mais peut-être parler du personnage principal, parce que c'est un personnage principal. Le roman, il se passe dans notre siècle, et en réalité, on a un personnage principal qui vient des temps celtiques. Des temps celtiques. Alors peut-être juste, on ne va pas spoiler le livre, mais on peut... C'est le premier chapitre, on va rien tout spoiler. Le premier chapitre, Fingen fait partie de la mythologie celtique. Alors il faut se méfier de toute mythologie celtique parce qu'elle a été réinventée au même moment que la franc-maçonnerie, en 1717, et on a commencé à réinventer des choses qui étaient sur les légendes, les mythes fondateurs des Celtes. Mais on sait, il y a des traces écrites, c'est Jules César, mais il n'est pas des plus fiables vu qu'il prêche pour sa paroisse, mais il y a des Grecs aussi qui ont écrit. On sait qu'à l'intérieur de la civilisation celtique, il y a des druides. Et là, je l'ai trouvé, moi, dans la mythologie, je vois Fingen, c'est un druide guérisseur, et qui a des pouvoirs. Il peut savoir qui c'est qui a donné un coup, par exemple, en voyant une blessure. Et quand il voit un feu de cheminée qui part, enfin, s'il voit une maison avec une fumée qui sort, il peut savoir le nombre de personnes qui habitent dedans. Bon, ça ne sert pas grand-chose, mais dans un polar, quand on sait qu'il a porté des coups, ça, par contre, c'est intéressant. Donc je me suis dit, ce personnage, il me plaît beaucoup. Comment je fais pour le faire venir maintenant? Voilà. Donc, les Celtes croient en la réincarnation. Pour eux, mourir sur le champ de bataille, c'est que dalle. De toute façon, il y a une autre vie qui les attend, donc ils n'avaient pas peur. Et on risque de mourir plusieurs fois sur le champ de bataille. Alors lui, c'est 162 fois avant d'arriver à la 163e, qui est donc au 21e siècle. Donc voilà, il va traverser les siècles, et puis il va y avoir un bug dans ses réincarnations, et il arrive en 2018 dans le corps d'un chirurgien, et du coup, qui a quelques soucis. Qui a quelques soucis, ce chirurgien, on va en voir d'autres dans les prochains romans. Et ce chirurgien va servir d'hôte d'accueil de Fingen, qui va au tout départ pas tellement savoir communiquer, parce qu'il va parler en celte ancien. Quand il revient maintenant, il est dans une chambre d'hôpital, après un truc qu'on ne dit pas, qu'il faut découvrir, et il parle en celtique, et puis ça ne marche pas. Donc ils ne savent pas trop comment faire avec lui. Finalement, grâce à une médium et puis d'autres, il va pouvoir se raccrocher avec une ancienne vie qui parle un français un peu empoulé du 19e siècle. Et du coup, Fingen, c'est le mélange entre le chirurgien de maintenant, qui lui donne son corps, et puis un peu sa perception de la vie du 21e siècle. Il a le phrasé d'un gars du 19e, et il a la mémoire d'un druide celtique. Voilà. Et alors, contrairement à d'autres auteurs, tu donnes des pistes d'imagination au lecteur dès le départ, parce que je prends un seul exemple,
la policière de service qui s'appelle Z, qui est transformée en Ziggy Ray à un moment donné, elle a le physique de Sandra Bullock, en plus rond. Légèrement plus rond. En plus rond. Mais ça, c'est tout au début du livre. Alors, tu listes une série de personnages et tu dis, si vous avez de la peine à imaginer, alors voilà. Et c'est là qu'on voit que tu aimes bien le cinéma, cinéphile, tu prends des personnages beaucoup d'acteurs de référence à des acteurs pour que ça... Mais alors pourquoi ce fait de se dire, non, Ziggy Ray, il faut que le lecteur voie la queue de cheval, et la queue de cheval, ça ne doit pas être n'importe laquelle, c'est plutôt Sandra Bullock avec une queue de cheval. Pour moi, c'est mon imaginaire, le cinéma. Puis quand j'écris, j'imagine des personnages, donc autant qu'ils ressemblent à des choses qui soient communes. Mais pourquoi pas l'avoir mis à la fin? Je me suis demandé ça. En ouverture, je le dis comme ça, voilà. Si vous avez envie, ces personnages peuvent ressembler à ça. Après, ça n'est pas des descriptions, donc je peux aller plus vite. Quand j'ai fini le livre, personnellement, j'ai relu les 2 premières pages pour savoir le docteur qui était, etc. Puisqu'il y a chaque fois des personnages de cinéma. C'est un clin d'œil. Après, je dis bien que chacun est libre d'imaginer finalement ce qu'il veut, mais moi, dans ma tête, quand j'écrivais, ça ressemblait à tel et tel personnage de cinéma. Et puis alors, il y a quelques victimes dans ce livre, naturellement. Et puis, il y a aussi des parties de victimes qui sont emportées dans les trous de golf. Donc, on crée des victimes à partir d'éléments corporels qu'on retrouve dans des endroits un peu spéciaux. Un peu improbables, un peu improbables. Et à la suite de parties d'ivresse, on va dire, marquées de Fingen qui... il vient des temps celtiques où la pondération et la modération n'étaient sans doute pas de ce monde. D'accord. Donc lui, il craint pas de lever le coude. Et d'ailleurs, il rencontre des personnages qui sont dans le domaine viticole avec qui il sympathise assez vite. Et puis, est-ce qu'au niveau de l'écriture maintenant, il y a un plan parce que là, il y a 79 chapitres. Est-ce qu'il y a un plan dès le départ? Alors ça, je le répète et je le dis souvent, moi je suis un homme de plan. C'est-à-dire que quand je commence à écrire, je sais où je vais, je sais le début, le milieu, la fin. Et c'est hyper séquencé. Mais à partir de là, une fois que j'ai ce cadre posé, quand on écrit, il y a des surprises qui viennent. Et par exemple, il y a un twist à la fin que je n'avais pas nécessairement prévu dans mon plan initial. D'un coup, j'arrive aux 3 quarts, je dis non, tu ne vas pas faire ça. Je dis si, ça tient, ça joue avec le reste. Je peux me permettre ce twist à la fin parce qu'il n'est pas du tout en contradiction avec ce que tu as posé au départ. Mais quand je me lance, et c'est pareil pour le 2e Fingen que j'ai hyper séquencé, qui va se passer entre le Valais et Genève, je sais. C'est parce qu'il y aura une suite, c'est marqué livre premier. Normalement il y en aurait 3. Si le public me suit, oui, il y en aurait 3. Mais qu'on pourra lire chaque fois séparément, évidemment. D'accord. Et alors j'ai fait une critique parce que j'ai pas ta connaissance du polar, j'ai lu beaucoup de polar, mais je me suis dit à un moment donné que tu as pu apprécier Frédéric Dard, San Antonio, parce que dans San Antonio, bon d'abord c'est aussi des petits livres bien structurés, mais surtout il y a une recherche de la langue. Chez toi, elle n'est peut-être pas aussi poussée, mais il y a pas mal de néologismes qui sont... C'est un acte volontaire, là, naturellement, je pense. Oui, alors San Antonio, il était aussi dans mes premières lectures d'enfants. Et imaginez de lire San Antonio à 10-11 ans, ça marque quand même un tout petit peu. Et c'est vrai que là, chez lui, il y a une telle liberté, il y a une telle force. Et il vieillit bien, j'ai revu. Ah oui, tout à fait. Il tient vachement, mais même dans les San Antonio dits sérieux, comme les clés du pouvoir sont dans la boîte à gants, est-il un Français dans la salle, l'idée de Léon, ça tient vachement bien, quoi. Et c'est plus cynique, c'est des fois plus sombre et plus glauque que le sont les San Antonio plus distractés. Mais j'adore, Moi, je ne suis pas un spécialiste de BD, finalement, dans ma vie, j'en ai lu très peu, mais quand j'ai lu Fingen, je me suis dit, mais non, d'une pipe, c'est comme si je voyais la planche. Par séquence, je me suis dit, tiens, 79 planches avec des. Alors ça coûterait moins cher de l'adapter en BD que de l'adapter sur le grand écran ou en série, parce qu'il y a quand même un final. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça a passé dans ta tête, ce truc de BD? Moi, je fonctionne en termes d'image. Ah d'accord. C'est mon côté, je viens aussi de la télé. Donc quand je construis mes choses, j'imagine des images, des angles, des prises de vue, des choses, et je me dis visuellement, qu'est-ce qui peut entraîner le lecteur? Donc j'en dis pas trop parce que j'aime bien titiller l'imaginaire pour que les gens puissent rajouter leur propre touche. Mais moi je fonctionne en termes d'image. Quand j'écris, c'est des images.
le lecteur qui voudrait avoir un pitch de ce livre-là, en quelques mots, ça serait quoi? Pour appâter le lecteur en se disant, voilà, qu'est-ce que c'est Fingen? C'est un druide qui se retrouve propulsé dans notre époque, et soudainement, il arrive dans une station valaisanne, mais qui était totalement imaginaire, et il est confronté à plusieurs meurtres, et à la fin de l'histoire, il ne reste plus grand-chose de la station, ou du moins de son palace. Voilà. D'accord. Et donc là, on est sur le fond, c'est-à-dire sur le contenu du livre. Mais je dirais que quand on lit ce livre, on se dit que c'est quand même la forme, une forme, disons, déjantée. Au niveau du style, je dirais. Moi, je m'éclate totalement. Donc j'espère que ça se transmet. Il y a une jouissance. Voilà, il y a la jouissance du de la plume. Il y a la jouissance du mot, la jouissance du rythme, mais en essayant de garder le lecteur. Je ne me regarde pas écrire. Je coupe beaucoup. J'ai pas de problème pour écrire. Beaucoup de travail de relecture. Alors, il y a beaucoup de travail de relecture et il y a le mauvais gras qui est éliminé. C'est-à-dire, ce qui me paraît inutile par instant est assez vite enlevé. Moi, j'ai tellement peur de perdre mon lecteur parce que je l'emmerde dans ma trame que j'y vais pied au plancher en espérant que ça va l'amuser. Et puis là, je me suis pas donné de tabou. Dans le tout premier, je m'étais mis une contrainte, mais des choses pareilles, qui étaient une sorte de cambriolage. J'ai dit, pas de cadavres. Et dans celui-là, et puis il n'y avait pas beaucoup de sexe d'ailleurs. Dans celui-là, il y a des cadavres et il y a un peu de sexe. Oui, mais on va dire c'est léger, c'est-à-dire on voit que le sexe c'est quelque chose d'important, mais c'est écrit, j'ai suggéré, j'ai dit, bon voilà, il s'envoie en l'air, mais il n'y a pas de description. Non, c'est et donc une trilogie, parce que bon, San Antonio, on a écrit des 4 par année pendant je ne sais pas combien d'années, etc. Mais c'est vrai qu'on arrive à la fin de ce livre et on se dit, avec l'imagination que Joël Cerruti a, on voit bien Fingen pouvoir revenir, même dans cette station, à Nivis ou ailleurs, avec Kennedy et compagnie. Mais on le verrait tranquillement aller à un moment donné à Montana, aller à Montreux. Il va d'abord, parce j'ai laissé des portes ouvertes dans ce livre. Donc, il est victime d'agression, mais je ne donne pas nécessairement la clé de tout. Donc, après, il faut dans le deuxième, j'explique pourquoi il y a ces agressions. Et puis la réponse est du côté de Genève. Et puis après, j'ai laissé aussi des bombes avec le personnage même du chirurgien. Qui est décrit quand même comme un enfoiré. Quand même. Mais comme il devient Fingen, il est beaucoup plus sympa pour tout le monde. Mais le caractère de base du chirurgien qui s'appelle Bourban, on se dit, il ne devait pas être terrible. Et effectivement, il n'est pas terrible. Et j'ai laissé quelques pistes aussi là-dedans. Puis au niveau du rythme d'écriture, est-ce qu'il y a un moment dans la journée, est-ce qu'il faut le finir, on peut laisser ça sur le tas pendant un moment, ou bien non, mais parce qu'on a le sentiment que ce type de livre, comme il est écrit avec chapitre, parce qu'il y a cette jouissance du mot et du truc, on se dit non, quand on a l'inspiration, quand on a le trait de plume qui est là, allez, on y va, et on le fait en quelque sorte un peu comme Frédéric Dard, assez rapidement. Je l'écris en 3 mois. D'accord. Après, il y a beaucoup de relectures, beaucoup de choses, mais ce qui est important pour moi, c'est dès l'instant où je commence, je ne dois pas m'arrêter. Je dois garder cette énergie jusqu'au point final. Après, j'ai une masse dans laquelle je taille, mais cette énergie du début et de la fin sur un temps donné et constant, elle doit se sentir. Donc 3 mois d'écriture, c'est 3 mois d'écriture quasiment tous les jours, quand je peux, tôt le matin ou des fois le soir. Et je suis plus du matin dans l'écriture. Puis comme c'est des chapitres très courts, ça permet de les écrire assez vite aussi. Sauf un, qui est celui de la poursuite, qui a pris plus de temps dans l'écriture. Et il y a des relectures par des tiers extérieurs avant de mettre... J'ai une personne de référence qui a quasiment tout lu ce que j'ai fait depuis le départ en termes de guide, de romans, etc., qui est mon correcteur, relecteur attitré, qui s'appelle Chup et qui me laisse rien passer. D'accord. Avec lui, quand il me dit ça, on pige pas, je dis ok, je reformule. T'as écrit comme un couillon là, je dis ok, je reformule. Donc je l'écoute parce que c'est quelqu'un qui demande toute mon oreille. Donc là, on est en train de parler de Fingen, chez Yvette, polar déjanté, rythmé et qui offre toute une série de surprises. Mais j'ai appris récemment
que tu avais publié également chez Gore des Alpes. Oui. Alors là, on est dans un autre registre. Quel est le titre du livre? Alors c'est Arvin sur ordonnance. Hein? Arvin sur Arvin ordonnance. sur ordonnance. C'est un titre d'éditeur. C'est pas le mien, mais je n'aime pas. Alors là, c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde, mais version rhodanienne, comme je l'ai mis en 4e de couverture. Valaisanne, avec des références évidemment à notre culture aussi, quoi. Celui-là, c'est aussi un roman assez court, hein. La contrainte de Gore des Alpes, c'est 120 000 signes. Il doit y avoir des meurtres et du sexe. Plus explicite que dans Fingen. Ouais. Alors là, j'ai mis un cran au-dessus. Pas mal de sang, de rouge et de... Alors là, oui. Alors j'ai essayé même de réinventer de réadapter à notre 21e siècle quelques méthodes moyenâgeuses pour tuer des gens. Le supplice de la roue, par exemple. D'accord. Ça, on va dire, c'est le fondement de la collection. Et ça, oui. Et alors, je voulais pas que ça soit gratuit. Je voulais que les meurtres, ils arrivent dans une logique. Et que s'il y a des scènes de sexe, ça arrive aussi dans une logique. Et puis, je voulais une fin heureuse. Et puis, je me suis offert une fin heureuse, mais bien immorale. Alors, comme j'ai la chance de t'accueillir aujourd'hui, je ne résiste pas à une question pour les auditeurs et pour moi, etc. Donc, tu as réalisé le Valet détonnant avec plein de petites anecdotes. Tu as été fouillé dans nos régions, dans nos trucs, etc. Moi, j'aimerais que tu nous en comptes une qui paraît, disons, oui, il y en a tellement, je sais, mais comme ça, de vive voix, sans avoir préparé, pour dire, ce Valet détonnant, voilà par exemple ce que j'ai découvert de vraiment incroyable chez nous. Alors moi, le quotidien, c'est la porte ouverte sur bien des explorations. Ici, on n'est pas loin d'un planta. Peut-être qu'en arrière-fond, on entend que sur la planta, aujourd'hui on est le 14 juin, je ne sais pas quand ça va passer, mais il y a déjà la grève des femmes qui se met en place, ça commence à parler de tout ça. Et juste un peu plus loin, il y a le Grand Pont. Le Grand Pont de Sion, c'est un lieu que j'adore. Et il y a des histoires magnifiques, rien que dans le Grand Pont. Si on regarde la brasserie du Grand Pont, elle s'appelait autrement avant. C'était l'auberge du Soleil. Et dans cette auberge du Soleil, il y a eu plein de gens, des célébrités. Il y a eu Goethe, il y a eu Wagner, il y a eu Rousseau. Tous ces gens-là ont passé par cette auberge. À l'époque, c'était l'auberge du Soleil. Et j'étais fasciné, moi, par un monsieur Louis qui a tenu cette brasserie du Grand Pont à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et c'est un gars qui avait énormément d'humour et qui avait aménagé en dessous de sa brasserie du Grand Pont les catacombes, où il avait fait un musée complètement délirant, où il exposait des choses qui étaient liées à son imagination, des véritables pièces de l'histoire valaisanne. Il avait fait ce truc. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce qu'est devenu son musée. Hein. Il est mort en 1900, au début des années 40. Hein. Et ça, ce personnage-là, je l'ai mis à l'intérieur de mon premier guide, en expliquant ce qu'était l'auberge du Soleil, après qui est devenue l'auberge de la brasserie du Grand Pont. Et après, j'ai encore été creusé. Sur mon site Valais Surprenant, je me suis dit, lui, je n'ai pas fait le tour du sujet. Et là, j'ai été fouillé dans les archives de l'époque, dans la presse et tout ça. Il a eu des articles qui ont relaté un peu comment il était, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on voyait à l'intérieur de ces catacombes et tout ça. Je l'ai rallongé. Je suis parti de mon premier guide et je suis Parce qu'on parcourt les deux guides et on se dit que Fingen, sur chaque petit registre de surprise, ce Valet détonnant, eh bien, avec l'imagination qui est la tienne, et puis avec ce druide-là et ses potions magiques et sa façon de faire, on pourrait le voir par exemple dans l'auberge du Grand Pont. Il pourrait voyager dans le temps, on crée dans sa réincarnation. Voilà, oui, il pourrait. C'est une porte que je m'ouvre d'ailleurs, hein, aussi, d'avoir un Fingen qui ne se déroule pas au XXIe siècle, mais dans une autre époque. Ça, oui, je pourrais. Mais je trouve que lui et Fingen, ils ont un peu le même état d'esprit. C'est des fous furieux, quelque part, qui réinventent le quotidien en fonction de leur sensibilité. Et ça me plaît beaucoup. Et alors, par exemple, comment on tombe sur ces histoires un peu spéciales? Par exemple, la première fois que tu as entendu parler de l'auberge du Soleil, ou etc. Alors, j'ai eu, quand j'ai commencé à préparer mon guide, des gens qui m'ont passé certains livres qui étaient à tirage limité. Et il y a un monsieur qui a fait toute une recherche sur le Sion, tout ce qu'il aimait dans le Sion, et il y avait cette brasserie du Grand Pont qui figurait.
Et là, j'ai eu mes premières pistes, quoi. Et puis du coup, je me suis dit, ouais, c'est génial, ça, il faut creuser, il faut aller voir un peu plus et tout ça. Il avait inventé un cocktail, ça je le dis souvent, le cocktail lui. Et le cocktail lui, c'était un peu le spritz des années 20. Il en servait partout, on pouvait le servir chaud ou froid. Et j'ai jamais pu en boire. Et je sais qu'il existe encore quelques bouteilles qu'on pourrait déjà en déguster, mais je ne sais pas comment ça a tenu depuis maintenant. Ils ont essayé d'en refaire dans les années 60. Mais si on avait une bouteille puis qu'on peut analyser, on pourrait ressusciter le cocktail lui. Ça, c'est un fantasme. Est-ce qu'il y a de la recherche bibliographique ou dans les bibliothèques, etc., avant d'écrire même Fingen? Fingen, oui, là, oui, le celtique, je me suis intéressé un peu. J'ai été creusé dans les cultures celtiques, j'ai lu des contes, des articles aussi du National Geographic sur des archéologues contemporains qui vont véritablement faire un travail de terrain avec les moyens dont ils disposent maintenant pour voir si j'étais dans le juste. Et à un moment, au tout début, dans le premier chapitre, j'imagine par exemple que un des grands guerriers coupe les têtes de ses ennemis. Ça, j'avais imaginé. Mais après, en lisant un article d'un archéologue, il disait oui, effectivement, ils coupaient les têtes des ennemis, puis ils avaient tendance à les empiler devant leur temple, parce qu'on a retrouvé plein de crânes quand on a fait ces recherches archéologiques. Est-ce qu'il y a des messages de contenu? Je prends un seul exemple. Oui. À un moment donné, il y a un golfeur célèbre. Je ne sais pas si je dois dire un golfeur ou une golfeur. Alors oui, c'est ça. Ça, on ne sait pas trop, mais à un moment donné, justement, ce cher homme, il a cette idée pour, on va dire, se ressourcer financièrement, et parce que ses résultats sont tombés, puis que ses sponsors sont partis. Donc à un moment donné, il se dit, ah, c'est pas mal, je vais Il fait croire qu'il veut qu'il veut changer de sexe. Voilà. Il le fait croire. Voilà. Et naturellement, il a l'opération. Il n'a strictement rien à faire. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'argent. Mais il se dit qu'en utilisant la sensibilité de l'époque, c'est un immonde salopio, il exploite cette sensibilité et cette différence à des fins commerciales pour lui. Après, bon, il en paye un tribut assez lourd quand même. Plus tard. Plus tard. Mais est-ce qu'il y a, en disant, mais quand même, on voit des pays, hein, maintenant, où il suffit de faire une annonce pour ce changement de sexe. Et est-ce que là, il y a une critique de cet élément-là, puisqu'on se dit, ah, ça a été facile pour lui, il a reconstruit son sponsoring avec une simple déclaration verbale. Alors, il y a deux choses. Alors, moi, j'ai eu dans ma famille quelqu'un qui a fait une démarche pour changer de sexe. Donc, je suis ô combien sensible à cette différence et je sais ô combien ça peut être compliqué s'il n'y a pas un bon encadrement psychologique également. Dans le cas de cette personne, c'était quelqu'un qui l'a fait il y a une vingtaine d'années, même plus. Donc, c'était pas évident à l'époque. C'était hyper courageux. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et Dieu sait si j'adhère à cette différence, à cette sensibilité-là. Ce qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'on utilise ces différences, non pas par conviction personnelle, mais pour des fins de pognon ou d'air du temps. Voilà, ça m'énerve et c'est ce que je dis à l'intérieur de mon texte, même si je ne m'appesantis pas, etc. Et puis, est-ce qu'on y voit aussi, mais en filigrane, une critique des médias, de prendre appui sur des éléments extraordinaires, et puis en quelque sorte... Alors, beaucoup de gens qui meurent dans Fingen sont dans le paraître. Il y a quelqu'un qui est issu d'une télé-réalité, il y a une autre personne qui est plus dans un mouvement de mode aussi, et on est vraiment dans la surface, et tout ce qui est dans la surface et dans l'image, je m'amuse de ça et je désingue, c'est vrai. Parce qu'en fait, on voit que ça aurait pu être une catastrophe pour la station, et en réalité, tous ces événements, mais je veux dire, incroyable, et bien finalement, c'est un regain de chiffre d'affaires, c'est un regain de popularité. C'est ce que j'appelle l'effet corrida à l'intérieur du truc, c'est que on pense que ça peut avoir une image négative, puis en fait, le sang attire. Et soudainement, ça braque l'attention des médias d'une autre façon. Et il y a tout un chapitre qui explique aussi les réactions sur les réseaux sociaux. Comment ces personnes, on est en 2018, mais c'est déjà bien actif à ce niveau-là, on voit les diverses sensibilités où les gens sont plutôt souvent à côté de la plaque que plein centre.
par rapport à ce qu'ils perçoivent. Et ça, évidemment, Alors, on n'a pas dit ça de le dire. Tu viens du monde de la presse, de l'écrit, de la radio, enfin de la télévision en tout cas. C'est quoi ton regard par rapport à cette prévalence, on va dire, des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Alors, Facebook, etc., par rapport à ton métier? Alors, c'est comme tout, hein. Moi, je suis plus, maintenant, je travaille plus en tant que journaliste dans un grand média. Donc, tout ce qui est numérique me permet de m'exprimer en toute liberté. Donc, je vais évidemment pas cracher dans cette soupe-là. Après, c'est un peu ce que disait Umberto Eco par rapport à la force des réseaux sociaux. Il disait, avant, quand il y avait un pochetron dans un bistrot, il faisait chier le monde dans son bistrot et après, il allait se coucher et puis il décuitait. Maintenant, quand on a des pochetrons dans le bistrot, par rapport aux outils qu'on leur donne, ils vont pouvoir être vus et entendus dans le monde entier, avec la même forme d'intelligence. Donc voilà, ces outils-là, ils sont ce qu'on en fait. Il y a un journaliste, le Pascal Descaillers de Genève, qui lui est un adepte total des réseaux sociaux en disant que c'est une liberté totale d'expression. Il a raison. Après, ça n'exclut pas un esprit critique quand on voit ce qui sort. Il y a des choses merveilleuses. Moi, je découvre tous les jours des trucs géniaux sur les réseaux, mais je vois aussi passer des sombres merdes. Donc voilà, mais pareil, on a inventé l'imprimerie, puis maintenant on a à la fois des livres qui sont magnifiques, puis on a des fois des trucs qui ne nous parlent pas, qui ne correspondent pas. Donc cette idée, par exemple, de réguler ChatGPT ou de réguler ou non Twitter ou les réseaux, etc. C'est déjà un temps de retard, ça. Donc c'est perdu d'avance. Je ne pense pas qu'on va arriver à réguler, je ne pense pas qu'on va arriver à cadrer, je ne pense pas du tout. Alors après, évidemment, on y voit de tout, mais ma foi, c'est une constante de cette époque-là. Il faut le prendre. Après, je me dis que la différence peut être dans la qualité. Et ce qu'on oublie peut-être à l'intérieur de la presse écrite ou la presse numérique, c'est que maintenant, il faut miser sur la qualité à fond, puis arrêter d'être un toutou servile qui va suivre des fois les courants qu'on voit naître sur les réseaux. Des fois, on a l'impression que c'est le courant sur le réseau qui va pouvoir déterminer une ligne rédactionnelle. Et c'est là que ça devient un tout petit peu inquiétant. Et on a vu que certains dessinateurs de presse ont été passés au pilori des réseaux sociaux sans avoir le soutien de leur rédaction. Et du coup, ils sont partis. Et ça alors là, on arrive dans des zones où ça devient très, très, très dangereux. Est-ce qu'on vit une période de dangerosité de la liberté d'expression? Alors si le réseau social peut à un moment ou un autre décider d'une ligne de rédaction à l'intérieur d'un média classique, oui, ça devient dangereux. Parce que c'est plus la rédaction. Tu as parlé avant d'Harakiri, Charlie Hebdo, je pense à des interventions de Gainsbourg dans les médias ou d'un tas d'autres personnes. On se dit qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils auraient beaucoup de peine à pratiquer leur art. C'est plus ambigu que ça. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Charlie Hebdo, quand ça existait dans les années 70-80, c'était un tirage qui n'était pas génial et puis avec une répercussion dans une sphère qui était celle des pays francophones. Maintenant, Charlie Hebdo, quand ça sort, ça peut se voir partout. Donc, l'esprit de Charlie Hebdo, ou Cavana, qui est un de mes dieux aussi, disait l'humour, c'est quelque chose, c'est un poing dans la gueule, il sert à des fois à casser des blindages, que les gens deviennent indifférents face à des choses de l'actualité, mais quand on change l'angle de vue, et puis qu'on est satirique et noir et tout ça, les gens soudainement, ils ont ce sursaut de révolte qu'ils n'avaient pas quand ils regardent l'info. Donc ça, c'est plus qu'utile et ça doit continuer. Mais il faut mesurer aussi l'impact. Et l'impact, il est beaucoup plus fort maintenant aussi. Hein. On a vu ce qui est arrivé en 2015 aussi. Donc et puis c'est face aussi à des nouvelles formes de pensée, à des extrémismes qu'on a de la peine à gérer aussi. La causticité, l'ironie, le trait acerbe, mais ça etc. Toujours, ça, c'est fort. Oui. Il y a des humoristes qui disent maintenant des trucs tout autant que le disait Pierre Desproges dans les années 80. Où on écoute Blanche Gardin, on se dit waouh, ok, elle ose aussi pas mal. Il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup dans les humoristes de maintenant, qui sont tout aussi caustiques et virulents que ne l'étaient des gens comme... Pour toi, il n'y a pas un aplatage, c'est un mot. Non. Alors, il y a des gens qui font plus gaffe. Les humoristes réfléchissent aussi beaucoup à leur impact et à la façon dont
dont on va le dire, mais la censure qui est posée, elle vient à nouveau d'un regard extérieur par rapport à des gens qui ne vont pas comprendre ce que c'est un second degré, qui ne vont pas comprendre ce que c'est de l'ironie, qui ne vont pas comprendre certaines choses parce qu'ils n'ont pas les clés et pas l'intelligence pour. Et quel est ton regard sur l'intervention, parce que je sais que tu as eu quelques petits soucis à un moment donné aussi là-dessus, l'intervention judiciaire dans les libellés d'expression écrite, etc. Actuellement, on est face à un problème, c'est que ce qui est des mesures provisionnelles, on a même permis maintenant, j'ai vu même au niveau du Conseil fédéral, donc on a allégé, on a simplifié la procédure pour pouvoir mettre des mesures provisionnelles. Évidemment, c'est un rabattement c'est-à-dire que toute forme d'enquête, un journalisme d'enquête peut être très vite court-circuité et stoppé parce qu'un avocat va aller voir un juge en disant voilà, ils sont en train de faire une enquête, ça va porter atteinte à l'intégrité, à l'honneur et tout ça de mon client, donc le juge peut bloquer. Donc l'enquête, en gros, elle est paralysée sur une année, le temps que les procédures, ça peut aller jusqu'au tribunal fédéral. Moi, dans mon cas, ça avait été jusqu'au tribunal fédéral, et puis j'avais eu raison, on m'avait donné raison, donc l'enquête pouvait sortir, mais il a fallu attendre plus d'une année pour ça. Donc tu as travaillé à un moment donné pour Vigous aussi, oui. qui est assez pointu, un langage assez, mais avec souvent des faits qui sont et eux aussi, ils sont attaqués de manière assez virulente. On a eu affaire à des mêmes avocats qui sont des avocats redoutables et qui arrivent, le même avocat, mais je ne ferai pas l'honneur de dire son nom, attaquait également le courrier en mettant en péril aussi le courrier au niveau financier. C'est des machines de guerre. Et la fragilité d'une enquête face à ces machines de guerre, c'est pas évident, quoi. C'est pas dit qu'à un moment, ce type de journalisme-là va avoir beaucoup de problèmes pour exister. Mais est-ce qu'il a été, depuis le début de ta carrière de journaliste jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il a été édulcoré on réfléchit plus. Vigous, maintenant, sort beaucoup moins de choses qu'à l'époque où j'étais avec Patrick Dornmann. Mais parce qu'il y a eu des procès aussi, il y a eu des choses, puis financièrement, pour Vigous, c'est pas facile. Il faut pouvoir résister à un procès. Et même s'ils ont un avocat gratuit, il faut pouvoir, c'est Charles Poncet, il faut pouvoir tenir. Et de moins en moins, avec l'état financier de la presse, de la pub, le machin et tout ça, il faut avoir les reins solides, et ils sont de moins en moins solides, ces reins-là. Donc, parce que, encore peut-être juste au niveau presse, le fait que le journalisme a une tendance à disparaître, je ne sais pas si j'exagère, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité interne aussi des journalistes dans l'éclosion des réseaux sociaux, ou c'est simplement la forme de ces réseaux sociaux? Il faut savoir aussi. Alors, il faut que le journaliste apprenne à utiliser le réseau social pour en faire une plus-value de qualité. Et je trouve qu'actuellement, quand les versions imprimées sont du copier-coller de ce qui existe sur Internet, c'est pas bien. Je pense qu'il devrait y avoir deux langages en parallèle pour qu'il y ait une chose différente imprimée qui corresponde à ce sont les codes d'un journalisme de presse écrite, et que ce qu'on doit mettre sur Internet, ça doit correspondre au code de ce que demande Internet, c'est-à-dire plus de vidéos, plus de podcasts, plus de photos, des textes peut-être plus courts ou différents ou mis en scène différemment. Tant qu'on est dans une espèce d'un entre-deux, ça ne va pas fonctionner. Mais où la chatte se mord la queue, c'est que pour pouvoir faire ce que je viens de dire, il faut des moyens. Il faut avoir plus de journalistes, il faut avoir une sensibilité qui permet de jongler avec les deux. Mais si on regarde par exemple le journalisme d'investigation, même des petits journaux des années 70, 80, et aujourd'hui on a une tendance, disons, à analyser une régression des ressources déjà, des moyens, bien c'est une erreur de ma part. Non, il y a moins de moyens. Les rédactions, elles travaillent à flux tendu. Il suffit que quelqu'un tombe malade et puis c'est d'autres qui doivent essayer de prendre la place pour sortir les uns. Non, c'est pas évident. Hein. Après, je dis,
il y a des angles, on parlait du journalisme culturel là, quand j'étais chez toi il y a quelques jours. Je trouve qu'il ne faut pas perdre cette curiosité. Le journaliste doit découvrir des choses et pas que servir la soupe à ceux qui n'en ont pas besoin. Il faut arrêter de prêter qu'aux riches. Il faut aller chercher dans les nouveaux les courants émergents culturels, ceux qui débutent et autres, et puis eux les mettre en évidence. Alors ça c'est peut-être une bonne conclusion pour dire qu'en tout cas quelque chose qui est émergent, qui est spécial et que vous n'aurez vu guère ailleurs, c'est de lire Fingen parce que ça va vous surprendre. Certains vont pas aimer, certains vont adorer, c'est comme tous les livres, etc. Mais c'est quelque chose de très spécial. Et je regrette d'avoir oublié ce livre, mais on le trouve à l'index, il y a les références, on le trouve dans toutes les librairies. C'est une couverture très flashy, on la voit, verte. Fingen avec premier livre, Sévice. Station Sévice. Station Sévice. Et qui probablement fera l'objet d'une suite. Alors, grand merci pour ce moment, Joël. Et puis, je me réjouis de lire la version numéro 2 oui, de Fingen. Que je commencerai en automne, je pense. Très bien. Voilà.